Bonjour Chloé. Bonjour Steve. Tu es auteur spécialisé dans l'érotisme, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Et il faut croire que j'avais très envie de t'interviewer, puisque je suis venu jusqu'à Toulouse, alors je suis plutôt du nord de la France. J'ai fait toute la route pour venir te voir. Ouais, et comme on disait en plus, t'es arrivé le jour le plus chaud de la semaine, hein, puisqu'il va Ouais. faire 37 degrés ici. Alors pour moi, c'est vraiment pas de bol, je suis pas un lézard du tout. Pendant le temps qu'on va passer ensemble, je vais t'inviter à parler de ton parcours et notamment à ce qui peut mieux faire comprendre ce qui t'a motivé à écrire, à commencer à être auteur. Mais avant ça, peux-tu te présenter en quelques mots? Ouais. Alors, je m'appelle Chloé Safi, c'est mon vrai nom. J'ai 43 ans. Est-ce que tu vis de ta plume? Alors, hélas non, si seulement. J'ai un travail salarié à côté qui permet de faire le lien et voilà. Il faut vivre. Exactement. L'objectif quand tu as commencé à écrire, c'était de pouvoir en vivre ou tu savais déjà que ce serait très compliqué par rapport à ce qui se fait en France? Ah non, moi j'avais pas du tout d'illusion sur le fait comment dire, pouvoir en vivre ou en tout cas être un tout petit peu confortable, c'était le bonus, mais ça pouvait être un objectif, mais en tout cas c'était pas du tout la motivation première, quoi. D'accord. Voilà. Okay. C'était avant tout une passion, l'envie d'écrire. Ouais, l'envie d'écrire, l'envie d'être publié, parce que moi, je suis quand même attachée au fait d'être reconnue par un éditeur, donc quelqu'un qui a priori est un professionnel de l'édition. Ça passait en tout cas par ce biais-là. Ouais. Ouais, pour toi, c'était important la reconnaissance de la qualité de ton travail par un pro. Oui, même si les éditeurs peuvent se planter. Ouais. Mais je pense que ça a quand même encore du sens d'avoir quand même un regard extérieur sur son travail et en plus de quelqu'un dont a priori c'est le métier et qui est déjà intégré dans la chaîne du livre. D'accord. Voilà. Alors, comme tu l'as dit, Chloé Safi, c'est ton vrai nom. Ouais. Et que tu utilises comme nom d'auteur, en fait, ce qui est assez rare finalement. Mais tu as utilisé au début, pour ton premier livre, notamment de mémoire, un pseudonyme. Alors, est-ce que tu peux le dire et nous dire comment tu l'as choisi? Donc oui, la publication de mon premier roman, c'était en 2009 aux éditions Léo Cher. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi je tenais un blog et j'étais modèle photo de manière quand même un petit peu active. Et j'avais un pseudo de modèle et c'était le même pseudo de blogueuse. Donc à ce moment-là, c'était Dahlia, comme la fleur en fait. Et c'est un pseudo que j'avais pris, alors ça n'avait rien à voir avec le Dahlia noir, parce qu'on me l'a souvent demandé. C'était par rapport à une actrice de X qui a beaucoup tourné chez Andrew Blake, qui s'appelle Dahlia Gray, que j'aimais énormément. Et voilà, il y avait... je pense, de toute façon, quand on est jeune, en général, on a toujours tendance à se référer à des modèles et on va être pas dans la copie, mais en tout cas plutôt dans l'hommage. Et c'est ensuite, quand on vieillit, qu'on finit par trouver sa propre voix ou en tout cas sa propre identité. Mais à l'époque... L'expérience aide à se singulariser. Ouais. Mais à l'époque, donc Léo Cher, qui était mon éditeur, lui en plus était dans ce moment où en fait on était complètement dans le boom de ce que c'était que les blogs sur internet. Donc je parle de 2009, donc à ce moment-là les réseaux sociaux n'avaient absolument pas pris l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Et il était persuadé qu'il y avait une espèce d'aura qui avait du sens par rapport à ça. Il m'a dit il faut que tu gardes ton pseudo de blogueuse. Moi j'étais pas complètement convaincue. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'éditeur n'a pas toujours raison, mais quand c'est son premier roman, on a tendance à faire très confiance à l'éditeur. On se dit que c'est lui qui sait, que c'est lui le professionnel, etc. Et je lui ai dit, bon ben d'accord, ok, on va le faire. Et c'est quelque chose que j'ai regretté par la suite. Et quand j'ai republié ce livre en édition numérique, en version numérique, aux éditions Dominique Leroy, à ce moment-là, j'ai repris
mon vrai nom, et je n'en ai plus jamais changé. C'est toujours le nom que j'ai conservé en tant qu'auteur, c'est-à-dire mon identité. Voilà. Alors tu disais que c'était en hommage à une actrice X, en fait, c'est ça, Ouais. que tu aimais beaucoup. Alors, Ouais. en quoi tu aimais beaucoup, enfin, qu'est-ce que tu aimais beaucoup chez cette actrice-là, en fait? Parce qu'en fait, m'étant de base toujours intéressée au monde de l'érotisme et le corollaire, le monde du porno, parce que je pense qu'on peut pas faire la distinction entre les lié, deux, à mon sens, ouais. c'est lié. Il se trouve qu'elle ne tournait que pour un réalisateur donc, américain qui s'appelle Andrew Blake, qui maintenant fait des films qui sont beaucoup plus des films fétichistes que des films pornographiques, mais qui à l'époque était encore un petit peu dedans. Et c'est quelqu'un qui est connu notamment pour la qualité et l'esthétique de ses films, où il y a un soin très particulier qui va être apporté à la musique, au cadrage, au costume, au maquillage, à la mise en scène. Et c'est quelqu'un qui va tourner en général, même en pellicule, quoi, ce qui est de plus en plus rare. Et elle, c'était son égérie, en fait. C'est une espèce de grande brune, complètement sculpturale. Ce qui te plaisait le plus, au regard de ce que tu dis là, a priori, c'était la qualité qui était apportée à la réalisation. Ah, c'était oui, pas complètement. de la pornographie vulgaire, quoi, grosso modo, pour faire simple. En tout cas, on voyait qu'il y avait de l'argent à l'écran et qu'il était bien employé. D'accord. Et c'est souvent quand même ce qui manque dans la pornographie. C'est souvent du cinéma très fauché, quoi. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, comme partout. Voilà. Alors maintenant que tu t'es présenté, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses raconter dans ton parcours ce qui est significatif, ce qui t'a amené finalement, ce qui peut expliquer ce qui t'a amené à écrire. Tu m'as expliqué notamment que tu avais dès le début, en fait, dès ton enfance, une famille qui avait contribué en partie à ça, ton papa notamment. Sur l'écriture, alors... Pas forcément sur l'écriture, mais sur l'intérêt pour l'érotisme, en tout cas. Sur l'intérêt pour l'érotisme. Alors effectivement, parce que mon père faisait partie des acheteurs de magazines comme lui, comme l'Écho des Savanes, comme Fluide Glacial, New Look. Ça fait partie des choses que moi j'ai toujours vues en allant chez lui. Et c'était pas vraiment caché, quoi. C'était des magazines qui pouvaient se balader entre le salon et les toilettes sans problème. Et effectivement, je pense qu'on peut pas se rendre compte aujourd'hui à quel point ça imprégnait toute la décennie, que ce soit par les publicités qu'on voyait à la télé, par même... c'était l'explosion du vidéoclip, et pour qu'un vidéoclip il marque un peu les esprits, il n'y a rien de mieux que l'érotisme. Voilà, c'était... C'était la période où, moi je me souviens, je suis né en 73, en 80 j'ai 8 ans, et je me souviens qu'à la télé, avant l'heure du repas, le soir, il y avait l'émission... Il y avait la Playmet. Il y avait la Playmet, quoi. Un truc qui ne se verrait absolument pas aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, on a changé un petit peu. Mais oui, il y avait la Playmet sur... Enfin, je crois que l'émission, c'était Cocorico... Cocorico Coco Boy ou un truc de genre. Voilà, où c'était Coco Boy, et après il y a eu Cocorico. Bref. Alors, elle finissait pas entièrement nue, néanmoins, il y avait une espèce d'érotisme décomplexé à l'heure du repas. Enfin, elle était toujours seins nus, en tout cas. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'était forcément de bon goût, mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose où on disait bon, allez, on y va, on va tenter des trucs. Et en tout cas, voilà, moi j'ai grandi dans cet environnement-là, mais au-delà de ça, mon père était quelqu'un qui collectionnait ce qui touchait à l'érotisme, que ce soit de la bande dessinée, de la littérature. Voilà, donc c'est quelque chose qui a toujours été autour de moi, mais je pense que c'est pas, il n'y a pas que ça qui a déterminé mon intérêt. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, quoi. Donc tu disais que ton père collectionnait un certain nombre de magazines de ce type-là. Et moi, c'est des choses que je renie pas parce que ça m'a construite et ça m'a pas... comment dire... C'est pas des choses qui m'ont... qu'avec le recul, je regarde mal, quoi.
Ça t'a pas choqué? C'était pas choquant pour toi, en fait? Non, c'était pas choquant. Quelque part, ça fait partie de ta culture, en fait. Ouais. Et puis, un peu plus tard, à l'adolescence, tu commences à lire de la littérature érotique, avec une spécificité par rapport à aujourd'hui, c'est que l'accès était pas aussi facile. Alors, oui, ça c'est sûr, parce que bon, quand on est ado dans les années 90, faut se rappeler d'une époque où ne serait-ce que l'accès à la pornographie est extrêmement limité, puisque c'est soit, je veux dire, l'accès auquel on peut avoir, c'est soit par la cassette vidéo, donc ça, quand on est mineur, on oublie, et soit éventuellement si on a quelqu'un de proche qui est abonné à Canal+, et qui peut enregistrer le porno du mois, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous restait? La bande dessinée érotique et la littérature érotique. Sachant qu'à l'époque, encore une fois, la diffusion de ça, c'est pas qu'elle était confidentielle, mais elle demandait beaucoup plus de travail, de recherche. Que ce soit de chercher en librairie, de chercher en bibliothèque, de se faire prêter des livres. Pour préciser ton propos, c'était compliqué d'arriver en ayant 12, 13, 14, même 15 ou 16 ans à la bibliothèque de la ville pour dire bah, « je voudrais lire de la littérature érotique, qu'est-ce que vous avez à me conseiller ?» Ah oui. C'était pas vraiment la période où on se permettait de faire ça, voilà. Donc effectivement, le travail de recherche que tu suggères, bah, c'est ça aussi. Je veux dire, on ne pouvait pas, comme on peut faire aujourd'hui, débarquer dans sa librairie en disant bah tiens, qu'est-ce que vous avez comme érotisme, ce qui est faisable là, aujourd'hui largement, quoi. Oui. Les temps n'étaient pas les mêmes. Les temps n'étaient pas les mêmes, et en fait ce qui se passait, c'est que des fois on tombait sur des romans où il y avait quelques scènes explicites, et on fait oula, bon d'accord, mais trouver des textes qui étaient affichés comme ouvertement érotiques demandait quand même un petit peu de travail, et du coup, quand on en avait un bon, souvent on se le passait, quoi. On se le prêtait beaucoup entre copines, copains, voilà, parce que c'était un des seuls accès qu'on avait. C'était par la lecture, c'était par l'écriture. C'était bien que les années 90 aient connu ce qu'on appelle le thriller érotique. Moi, j'ai une amie d'ailleurs qui a écrit un excellent livre à ce sujet. C'est la seule ressource en français qui existe, donc ça s'appelle Le thriller érotique. Donc c'est aux éditions Haydn, donc qui est Linda Bellage. Et voilà, dans les années 90, on commence avec Basic Instinct et on termine la décennie avec Sex Crimes, quoi. Voilà, donc on a quand même connu ça. Donc on avait un cinéma qui avait une certaine audace par rapport à l'image érotique, qu'on a paradoxalement vachement perdu maintenant, quoi. Voilà. Donc on avait ça pour s'exciter un petit peu la libido, quoi. Voilà. Et en littérature, tu tombes sur quoi à cette époque-là? Alors, à l'époque, c'était beaucoup Régine Desforges, bien sûr. Moi, je me souviens, La bicyclette bleue, c'est d'ailleurs ma mère qui me l'avait donné en me disant c'est très romanesque et tout ça. Alors oui, c'est très romanesque, évidemment, c'est quand même une belle saga historique, mais comme c'est Régine Desforges qui l'a écrite, il y a toujours des passages érotiques qui sont très fréquents dans le texte, et où on ne ferme pas pudiquement la porte sur la chambre à coucher, au contraire, c'est précis, c'est détaillé, et puis en plus, Léa, l'héroïne, est un personnage de femme extrêmement libre, dans une époque qui ne l'était pas, donc forcément c'est très attirant, c'est très frappant, voilà. D'ailleurs, on peut se demander si ta mère sait pas très bien ce qu'elle te donne à lire. Elle n'a pas occulté quand elle te donne le livre, elle n'a pas occulté qu'il y a ces scènes là-dedans. Elle n'a pas pu l'occulter. Après, il faudrait que je lui pose la question et peut-être qu'elle dira bah non, pas du tout, etc. Tu as quel âge quand tu lis la bicyclette bleue? Ah bah j'avais 14-15 ans, donc voilà, c'est en plein dans une époque où forcément on n'est pas
on n'est pas complètement à bloc sur les hormones, mais c'est des questions qui commencent à se poser, les garçons commencent à nous intéresser, et puis en plus l'image de la masculinité, qui était le personnage de François Tavernier dans ce livre, et pareil, quelqu'un qui est... il y a beaucoup de virilité, c'est quelqu'un qui protège, qui prend les choses en main. Il est plus vieux qu'elle, il est plus vieux que Léa. Il est un peu plus âgé que Léa, donc voilà, effectivement, c'est un archétype qui est très courant dans la littérature érotique. Ça, c'est pas. Mais je pense qu'un cliché ou un archétype, il vient jamais de nulle part, et que si ça marche encore, c'est bien quand même qu'il y a des trucs, des résonances qui sont là, quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup Régine Desforges, il y avait un petit peu Françoise Ray. Avec des écrits qui sont nettement plus corsés. Oui, donc ça c'était... j'étais quand même, en les lisant, j'étais un peu jeune, mais c'est pareil, j'ai lu Histoire d'eau, j'avais 15 ans, j'ai pas compris la moitié de ce que je lisais, c'est quelque chose auquel on revient dans le temps, mais pas quand on est ado... ça peut frapper, mais on ne peut pas tout comprendre de ce qu'on est en train de lire, quoi. Donc ça, c'était pour l'intérêt pour l'érotisme. Et en parallèle de ça, très rapidement, l'écriture t'intéresse, peu importe le sujet, puisque tu commences très jeune, finalement, à écrire ton journal intime. Et ça va te poursuivre longtemps. Combien tu vas en écrire, des livrets comme ça de carnet intime? J'ai mon premier journal que j'ai commencé, j'avais 8 ans. Et je l'ai tenu avec régularité jusqu'à l'âge de 20 ans. Ah oui, quand même. Ce qui d'ailleurs est toujours intéressant de les rouvrir de temps en temps, parce que l'écriture permet souvent de fixer déjà des souvenirs qui après peuvent nous échapper, mais surtout de fixer qu'est-ce qu'on ressentait au moment où on les a vécus. Mais après, il y a eu une interruption de quasiment 20 ans de ce journal, ce que je regrette justement, puisque même si de ma vingtaine j'ai des photos, j'ai des vidéos, mais ça peut pas toujours rendre qu'est-ce qu'on ressentait au moment où on a vécu les choses. T'as une interruption dans le suivi de tes émotions ou ta façon de vivre ta vie en fait à ce moment-là. Complètement. Ouais. Mais tu dois en avoir une sacrée pile quand même de livres. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Alors la question que je me pose évidemment, c'est qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que tu passes de ton journal intime à écrire un roman, ton premier roman? Alors en fait, je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire de contexte qui a aidé, parce que quand je commence à écrire mon premier roman en 2008, c'est une époque, on en parlait tout à l'heure, où c'est vraiment l'explosion de l'écriture sur Internet. Dans le sens où énormément de gens se mettent à tenir des blogs. Alors, ça peut être des blogs thématiques qui vont être de la critique cinéma, de la critique littérature. Le plus souvent, ça reste quand même des espaces d'expression personnelle, voire intimes. Et puis il y a aussi beaucoup ce qui se monte, ça va être des sites, ce qu'on a appelé des webzines, donc voilà, des magazines en ligne qui vont beaucoup être axés sur le côté culturel, quoi. Donc de la critique de livres, de films, de concerts, etc. Et moi, à ce moment-là, effectivement, j'écris sur un blog, j'écris dans des webzines, et donc il y a quand même une mécanique de l'écriture qui se met en place, mais il n'y a rien qui va du côté fictionnel. Parce que moi, je me suis toujours dit, le jour où tu écriras un roman, il te faut une assez bonne histoire pour la tenir du début à la fin. Tu voulais pas te lancer dans une histoire en disant tiens, je vais écrire ça, l'idée me paraît pas mal, mais sans avoir la certitude que tu en aurais suffisamment de contenu en fait pour faire une vraie bonne histoire en fait. Ah oui, parce que je dis souvent, commencer à écrire des romans, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de les terminer. Ça, c'est toujours compliqué. C'est la partie la plus dure, parce que on n'est pas des sprinteurs, on est des marathoniens. Et il faut vraiment tenir les 42 km, voilà, avec des fois des moments où on a des baisses de régime, mais on ne s'arrête pas, quoi.
Et voilà, il y a eu un moment où, quelque chose sur le plan personnel qui m'a tellement impactée que je me suis dit, l'histoire, je vais pas la laisser là et je vais en faire quelque chose d'un point de vue romanesque. Et le point de départ, c'était une rupture qui était assez compliquée avec quelqu'un, ça s'était assez mal passé, et c'était quelqu'un qui ne m'avait laissé aucune possibilité de répondre, de m'exprimer, etc. Et le point de départ, c'était si tu étais face à la personne et qu'elle n'ait pas d'autre choix finalement que de t'écouter, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, il y a toute cette histoire de huis clos et de séquestration qui a commencé à germer. Et je prenais des notes, je faisais un plan, etc. Je me disais, bon, alors il faudrait que ça aille où, comment, comme ça. Et à partir du moment où je l'ai senti, donc là, j'ai commencé à écrire. Et c'est un super souvenir parce qu'en fait, c'était une époque où j'étais à ce moment-là dans une courte période de chômage qui a duré 1 an. Et j'écrivais la nuit. J'écrivais la nuit dans mon lit. Et j'ai écrit ce roman-là en, je sais pas, 6-7 mois, quoi. C'était vraiment très rapide. Et il se trouve qu'à ce moment-là, comme je passais beaucoup de temps justement sur le blog de la maison d'édition de Léo Cher, j'étais déjà un petit peu identifiée, et quand j'ai proposé mon manuscrit, voilà, ça a été à eux en priorité, et il a été signé assez rapidement. Voilà. D'accord. Je fais que tu n'as pas eu de mal à trouver un éditeur, quoi. Alors, j'ai pas eu de mal dans le sens où ça a été rapide. Après, les conditions de la publication en elle-même, bon, il y aurait des choses à dire sur le... Ah, mais comme tu le disais au début, voilà. la première, en général, on discute pas trop, on est trop content d'avoir trouvé quelqu'un qui va publier notre bouquin. Oui, mais ce qui est normal, parce qu'effectivement, quand on arrive, c'est un milieu qu'en général on ne connaît pas, qu'on fantasme énormément. On a l'impression qu'on est arrivé, alors qu'en fait, absolument pas. On est encore presque dans les starting blocks. Ouais, l'histoire commence seulement. Hein. C'est ça. Surtout qu'une maison d'édition va difficilement parier sur un auteur pour un premier roman si elle n'a pas la sensation en plus qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Ça peut jouer, c'est-à-dire autant il y a des maisons d'édition qui suivent, qui sont très... Enfin voilà, moi la relation par exemple que j'ai avec les gens de la Musardine, elle est... je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir des relations comme ça avec ses éditeurs, parce que voilà, Anne Haute-Cœur par exemple, c'est quelqu'un où quand je lui envoie un mail parce que j'ai un questionnement, j'ai toujours une réponse dans les 24 heures. Ouais. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours très à l'écoute, on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, y compris sur des corrections de bouquins, mais qui reste en général très confiante et qui laisse quand même de la liberté à l'auteur, quoi. Ouais. Voilà, tout en étant très pro sur tout ce qui va être technique, logistique, qui va expliquer étape par étape tout ce qui est en train de se passer, y compris le nombre de tirages de livres, voilà. Alors tu me donnes d'autant plus envie de l'interviewer, parce que je l'ai contacté, hein, Haute-Cœur. Oui. Je suis passé à la Musardine, Ouais. et puis ils m'ont répondu, c'était il y a quelques mois, ils m'ont dit qu'ils étaient en équipe réduite, qu'ils n'avaient pas le temps pour le moment, mais j'ai bien l'intention de les relancer en septembre. Oui. D'ailleurs, si elle m'écoute là et qu'elle voit le message, c'est quand vous voulez. C'est ça. C'est-à-dire, et en plus, en l'occurrence, ça peut être intéressant de... On va dire que je prêche pour ma paroisse, mais toute l'équipe de la Musardine, que ce soit Maxime le libraire, que ce soit donc Anne qui est à la direction générale, et Nicolas Cartelet qui lui va plus s'occuper de l'espace BD et manga, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment intéressantes à aborder. Parce que je pense aussi que ça permettrait aussi de démystifier ce qu'on s'imagine par rapport à l'édition érotique, qui reste avant tout de l'édition, voilà, avec ses propres, mais avec certes des enjeux spécifiques et des contraintes spécifiques,
mais qui le fait avec autant de sérieux que n'importe quel grand éditeur, quoi. Voilà. Alors après ton premier roman publié, tu continues à écrire, mais entre la publication de ton premier et la publication du second, il se passe 9 ans. Alors comment ça se fait qu'il se passe 9 ans entre le premier et le deuxième roman? Parce que il faut savoir qu'être publié une première fois n'est absolument pas une garantie de l'être une deuxième, surtout si les relations avec le premier éditeur sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire on vous a signé et puis en fait au moment de vous lancer, on n'est pas vraiment là, l'attaché de presse fait pas son boulot, vous ne savez pas du tout comment vous avez été distribué. Donc voilà, moi ce qui était évident, c'est que je ne voulais pas du tout rester chez eux. Et j'ai écrit 2 autres romans qui n'ont pas été publiés, que j'ai vraiment cherché par tous les moyens à amener jusqu'à la publication, mais qui se sont soldés par énormément de lettres de refus. Et le deuxième, notamment, ça a été un crève-cœur, parce que c'est un texte dans lequel je crois toujours aujourd'hui, même s'il commence à être un peu derrière moi. Parce que j'avais des lettres qui étaient très, très, très frustrantes, où on me disait que c'était un texte qui était ambitieux, mais comme j'endossais en fait le rôle d'un narrateur masculin, j'ai carrément quelqu'un qui m'a dit un homme n'irait jamais aussi loin pour écrire ce que tu as écrit, et c'est en ça que c'est très perturbant. D'accord. Et comme c'était un texte qui était assez noir, qui était assez cru, puisque moi je fais jamais l'impasse sur l'érotisme dans mes livres, ou en tout cas sur des scènes de sexe explicites, je crois que ça perturbait énormément les éditeurs généralistes. Il s'appelle comment ce roman? Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il est dans un tiroir. Mais je trouve ça aberrant d'entendre ça. Bon, je le dis en souriant, je pense que ça s'entend. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour publier ce livre-là. L'auto-édition, c'est quand même très développé aujourd'hui. Pourquoi tu le publies pas comme ça, à la rigueur, si tu n'as pas trouvé d'éditeur? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que j'ai quand même besoin encore d'avoir un regard de pro sur un texte comme ça, malgré tout. Et aussi parce que je pense que l'auto-édition, dans ce contexte, aurait son intérêt si je deviens un petit peu plus connue, un petit peu plus identifiée. Mais est-ce que je suis prête à faire un investissement financier sur un livre comme ça, c'est-à-dire à payer quelqu'un qui va faire la mise en page sur InDesign, qui va maqueter, payer quelqu'un qui va faire une couverture. Je suis pas encore prête à... D'accord. Et je sais pas si je le saurais. Enfin, je sais pas si je le serais, prête à faire ce pas-là un jour. Ça, moi, je peux te comprendre. Hein. Voilà. Aujourd'hui, mon activité, elle me prend un temps plein 7 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que même si je me définis toujours comme auteur en activité principale, en réalité, j'écris de 22h à minuit, 5 jours par semaine. Tout le reste du temps, j'ai pas le temps d'écrire. Et en même temps, quelque part, ça me va quand même. On écrit toujours dans notre tête, parce que quand on est dans un manuscrit, on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on... Belle formulation, effectivement. Voilà. C'est même les moments où on n'écrit pas, on est en train d'écrire. On y pense tout le temps. Parce qu'on y pense tout le temps. Mais voilà, le simple fait de savoir qu'on est pris par ça, est-ce qu'on est prêt à détacher une partie de sa journée pour s'occuper de ça? C'est comme les personnes qui vont passer leur semaine à courir des salons avec leur bouquin dans le coffre arrière, dans le coffre de la voiture, et à passer leur vie sur les réseaux sociaux pour maintenir un intérêt, pour faire des posts sponsorisés. C'est un choix personnel. Ah ouais, c'est un choix. Mais moi, c'est un choix que je fais pas actuellement, quoi. D'accord. Voilà. Donc ton deuxième roman, c'est? Alors, le deuxième roman. Alors, donc, c'est Soaring Blue, qui est sorti aux éditions Atlantica, qui est un éditeur qui est basé dans le Pays Basque, et dont l'ambition est quand même de faire des livres
qu'on pourrait dire de manière un peu péjorative régionaliste, hein. Mais en tout cas qui va essayer de faire le plus de livres possible qui sont attachés à la région Pays Basque. Et alors pourquoi il te publie? Alors pourquoi je suis arrivée là-bas? Donc c'est une histoire assez marrante parce que justement le deuxième roman... Alors peut-être avant, et pour qu'on comprenne mieux, il parle de quoi ce roman, pour faire simple? Alors, non, ça a plus d'intérêt que j'explique comment on en est arrivé. Alors vas-y. Tu vas comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux deuxième roman non publié, où il y avait un narrateur masculin, etc., parmi les éditeurs à qui je l'ai envoyé, donc il y avait Jean Le Gall, qui actuellement est à la direction générale des éditions du Cherche-Midi, et Séguier, et les éditions Sonatine également. À ce moment-là, il travaillait, en tout cas, il était apporteur de projet pour Atlantica. Donc il avait lu ce roman-là, il savait qu'il pouvait pas en faire grand-chose, mais il m'a dit, mais par contre, j'aimerais bien te passer une commande pour faire quelque chose. Il dit, voilà, j'aimerais que tu m'écrives un roman érotique qui se passe au Pays Basque, qui se passe spécifiquement dans la ville de Biarritz, et il faudrait que ce soit dans l'esprit de L'année des Méduses de Christopher Frank. Donc qui est un roman de première moitié des années 80, et que Christopher Frank a adapté ensuite lui-même au cinéma avec Valérie Caprisky et Bernard Giraudot. Et il m'avait donné les grandes lignes d'un scénario, c'est-à-dire, il me dit, j'aimerais que ton héroïne soit une héroïne journaliste qui rentre au Pays Basque, à Biarritz. Elle vit à Paris, mais en fait, elle est biarrote. Et voilà, j'aimerais qu'elle vive, en tout cas, que ce soit un roman qui soit à la fois érotique, mais où il y ait quand même de la férocité, où il y ait des personnages qui soient très marquants, etc. Et voilà, j'avais 6 mois pour écrire ça, avec cette écriture sous contrainte. Et ce qui déjà a été très formateur, parce que c'était la première fois que j'écrivais justement avec des contraintes d'écriture, de scénario, de moments, de dates, de rendu, etc. Et ça a été pour moi en plus quelque chose de très agréable, parce qu'il se trouve que, ayant vécu une partie de mon enfance dans le Pays Basque, il y avait une espèce de retour... pas aux racines, faut pas exagérer, mais en tout cas de retour à quelque chose de l'enfance qui était en plus d'excellents souvenirs. Vraiment, moi, à chaque fois que je retourne à Anglet, à Biarritz, à Bayonne, c'est toujours... T'as des racines là-bas, en tout cas. C'est la Madeleine de Proust, quoi. Les odeurs des embruns, ça marche à chaque fois, quoi. Et voilà, donc j'étais très très contente de faire ce livre-là. Hélas, sa distribution, sa diffusion fait qu'il a été très peu vu, il s'est très très peu vendu. Moi, j'en suis toujours peinée, parce que même si c'est une commande, je ne l'ai pas fait froidement, bien au contraire, vraiment j'y ai mis... Qu'est-ce que tu appelles peu vendu, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent? Je pense qu'on était sur entre 400 et 500 exemplaires, hein, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, mais en même temps qui est la moyenne des ventes en France de livres. Ouais, c'est... Alors, évidemment... C'est évidemment pas ce qu'on espère, on espère toujours plus, mais alors, ça correspond à la moyenne. Je peux même te dire que des fois, il y a des gens chez Grasset, chez Gallimard, ils n'en vendent pas 200 de leurs livres. Hein, je sais bien, ouais. Alors qu'ils sont a priori là, dans le sein des saints, quoi. Non, moi, on est toujours forcément déçus quand on a peu vendu. D'autant qu'en plus, là, c'était quand même un joli projet. Je veux dire, c'était l'intérêt aussi, c'était que c'était un livre illustré. Moi, on a travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Johanna Laforgue, et qui a un dessin qui rappelle celui de Manara. Donc, elle avait fait des illustrations pour le texte qui étaient extrêmement soft et sages, hein, par rapport au texte. Mais, c'est peut-être pour ça que ça s'est pas bien vendu. Non, je pense pas. Mais en tout cas, qui apportait justement un joli contrepoint, et qui en faisait un très bel objet, quoi. Donc voilà, je sais pas. Moi,
je me dis, si un jour un éditeur veut le republier, ou si on arrive à en faire un poche, bon, ce sera formidable, mais voilà, moi j'ai un petit groupe de lecteurs, malgré tout, qui adorent ce livre, qui le relit régulièrement, donc bon, c'est déjà pas mal. Oui, c'est plaisant, hein. Un livre relu, ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait c'est toujours qu'il a plaisir, vraiment marqué les esprits. Oui, et puis surtout, ça veut dire qu'il avait assez de consistance pour qu'on puisse encore y trouver des choses. Moi, je suis très adepte de la relecture, parce que je pense qu'il y a des livres qui, quand ils sont vraiment bons, on peut toujours y trouver des niveaux de lecture dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est toujours un bon signe quand on estime qu'un livre peut être relu et pas revendu aussi sec sur Rakuten, quoi. Voilà. Donc, je t'ai connu, c'est essentiellement pour tes écrits érotiques, mais tu n'as jamais cherché à être catalogué comme ça. On en parlait en préparant ton interview. Non, mais ça, je peux pas empêcher les gens de cataloguer, parce que je pense que c'est très humain et que ça, on le fait tous. Enfin, moi compris, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui rassure, en fait, de pouvoir mettre des gens dans des catégories, parce que ça stabilise, etc. Mais le fait, effectivement, d'avoir toujours des scènes de sexe explicites, qui pour moi racontent toujours beaucoup de choses sur les personnages et sont toujours une continuation de l'histoire et de ce qu'ils sont en train de vivre et de ce qui est en train de se passer concrètement et de se jouer entre eux. Je peux pas empêcher les lecteurs de se dire c'est de l'érotisme, parce qu'en fait, il y en a assez peu en général en littérature générale, et souvent le sexe est soit très elliptique, soit on a l'impression qu'il est toujours là un peu de manière gratuite. Quand je dis gratuite, c'est dans le sens où justement on n'a pas l'impression que ça fait avancer l'histoire. Et voilà, moi je l'envisage jamais autrement. Mais c'est vrai que sur le premier roman, qui pourtant était à la relecture assez chaste, il n'y avait pas... Adore. Ouais, sur Adore, oui, effectivement, il y a des passages qui sont très très clairs, il n'y a pas de doute, mais ils ne sont pas si nombreux. Mais il y avait quand même, malgré tout, une atmosphère générale et tout ça. Et bon, ben voilà, ça a suffi. Ce qui, au départ, moi, c'est pas que ça me blessait, mais je comprenais pas, en fait. Pour moi, c'est tellement évident, c'est tellement normal, j'ai appris à temporiser après dessus, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a pas blessé, tu veux dire? Le fait que ce soit catégorisé érotique? Non, c'était pas blessant, mais c'était surprenant. Mais encore une fois, parce que pour moi, c'était ma normalité, c'était mon quotidien, et, j'étais... Oui, et alors, pourquoi? Voilà. En fait, ce qui te dérangeait peut-être plus, c'est le fait que ce soit catégorisé érotique, alors qu'il n'y avait pas que ça dans ce livre-là. Oui. Et que quelque part, après, on te colle cette étiquette et on n'en sort plus, alors qu'on est capable d'écrire autre chose. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui s'est vachement amenuisé avec le temps, parce que les gens qui ont lu, par exemple, À fleur de chair, m'ont souvent dit, pour moi, c'est un livre qui dépasse la dimension érotique. Elle est très présente, mais en fait, les questionnements que ça pose sur le couple, sur la liberté, sur la soumission, vont vraiment au-delà de c'est excitant à lire. Moi, bien évidemment, je suis là pour exciter mon lecteur et pour le troubler, mais le but, c'est aussi de glisser 2-3 petites choses en sous-texte, mais il faut vraiment bien le faire de manière à ce que ce soit pas grossier, ce soit pas trop voyant non plus, quoi. En parallèle de tes écrits, il arrive depuis relativement peu de temps, en fait, tu me dis ça fait 1 an et demi, 2 ans, qu'on te sollicite par des auteurs en devenir, qui te sollicitent pour savoir ce que tu penses de leurs écrits, en fait. Ouais. Donc, quelque part, c'est un travail de bêta-lecture. Oui. Tu me disais que ce sont surtout des gens qui écrivent de l'érotisme, et tu le fais de moins en moins. Tu m'as dit pourquoi? Alors déjà parce que je pense qu'il y a toujours la question de la légitimité, où on se dit est-ce qu'on est apte à vraiment donner son avis
plus qu'un autre dessus. Moi, en général, quand on me sollicite pour ça, c'est parce qu'on sait que, comme je lis beaucoup d'érotisme et comme j'en écris, a priori, j'aurais peut-être un œil peut-être un peu plus aiguisé par rapport à ça. Donc, ça m'arrive de l'accepter, mais je le fais de moins en moins parce que c'est vraiment pas un moment facile je suis déjà passée par là en tant qu'auteur, de dire à quelqu'un c'est pas très réussi et tout. Ouais. Faut vraiment trouver les bons mots et arrondir les angles. Mais aussi. Ah, oui, ça, j'aurais envie de dire, ça dépend sur qui tu tombes. C'est-à-dire que l'auteur honnête a besoin d'un avis honnête. Et si c'est pas bon, il faut lui dire quelque part. Parce que si on lui dit « c'est pas mal », on l'aide pas, quoi. Il n'avance pas. Oui, c'est sûr. Et effectivement, la difficulté, j'ai envie de dire, parce que ça m'est arrivé d'être sollicité pour avoir un avis, la difficulté, c'est quand on tombe sur quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ce qu'on doit lui dire. C'est ça. Et là, c'est compliqué parce qu'il va mal le prendre. Et en plus, comme on est auteur nous-mêmes, potentiellement, on se met à dos un lecteur. On ne sait pas quel réseau il a, donc potentiellement, on se met... Oui. Et donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire que ça peut être compliqué et que moi, ça me viendrait... Enfin, je refuserais de le faire aujourd'hui. Alors, on parlait d'Histoire d'eau tout à l'heure. L'auteur d'Histoire d'eau, donc Dominique Horry, était quelqu'un qui travaillait à la NRF, quoi, qui a été longtemps... la seule femme au comité de lecture de chez Gallimard. Et par exemple, elle disait dis-nous tout ce qu'on peut faire, c'est le chat. Et là, du coup, on va faire dis-nous tout ce qu'on... Attends, mets-moi un silence. Et tu repars de... Elle disait que, dis-nous... Elle disait, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les auteurs puissent exploiter au mieux leurs possibilités, mais à un moment, si c'est ni fait ni à faire et qu'on sent qu'il n'y a pas du tout de possibilité, assez de jus pour faire travailler la personne, on laisse tomber. Et dans l'érotisme, moi je me bats souvent pour expliquer en disant mais dans littérature érotique, il y a littérature avant tout. Donc, m'envoyer un manuscrit où vous me racontez votre vie sexuelle, ça n'a aucun intérêt. Mais aucun. Même si vous avez la vie la plus débridée, la plus incroyable qui soit, la littérature, c'est avant tout des outils. Donc c'est une structure narrative, c'est une déconstruction de personnages, c'est une réflexion intellectuelle, comment vous choisissez ce que vous êtes en train de dire, parce qu'une scène de sexe, on peut l'écrire de plein de manières, elle ne va jamais raconter la même chose selon les mots, selon l'angle qu'on utilise. Et très régulièrement, moi, ce que j'ai, c'est c'est typiquement le manuscrit de la fille qui découvre le libertinage, c'est incroyable, et voilà, c'est genre l'émancipation par le sexe. Donc, ok, super, très bien, mais... et ça peut très bien fonctionner, hein. Il y a des lecteurs qui adorent ça. Il faut que ce soit bien écrit, quoi. Mais encore une fois, moi, j'ai eu le cas avec quelqu'un où je lui ai dit, écoute, deux solutions. Soit tu as écrit ça pour te faire plaisir et pour faire plaisir à quelques personnes qui vont te lire, et si tu n'attends pas autre chose, grand bien te fasse. Super. Si tu as des ambitions, des velléités d'être publié, d'être considéré en tant qu'auteur, là, il va falloir travailler un petit peu plus. Et effectivement, c'est souvent ça que j'explique, notamment sur le fait que un livre de littérature érotique, c'est pas un empilement de scènes de sexe. C'est pas, sinon, ce serait comme un polar où il y aurait un meurtre toutes les 3 pages. Ce serait extrêmement lassant et ce serait extrêmement vain, voilà, comme lecture. Alors, le livre qui te fait percer, c'est À fleur de chair. Tu penses qu'il est arrivé au bon moment, tu me disais. Alors, en quoi est-ce qu'il est arrivé au bon moment ? Je ne saurais pas dire pourquoi, mais il se trouve que c'était le bon moment, le bon manuscrit, la bonne histoire. Et publié par qui ? Alors, il est publié par la Musardine, donc c'est Anne Tucker qui l'a suivi. Et il est sorti en avril 2021.
Donc il faut se rappeler que avril 2021, c'était une époque où on était encore dans le Covid. Donc la chance qu'on avait, c'était que les librairies n'étaient plus fermées. Ouais. Mais comme il y avait encore beaucoup de choses qui étaient restreintes en termes de loisirs, la lecture restait quand même le loisir premier, en fait, Ouais. qui était quand même accessible. Oui, ça a dû aider. Donc je pense que ça a pu aider, certes, mais je pourrais dire ça de tous les gens qui ont sorti des livres à cette période. Donc au-delà de ça, moi ce que m'a dit Anne quand elle a choisi le texte avec Sophie Rongiras, qui est aussi qui édite aussi plusieurs textes sur la Musardine, on dit des manuscrits BDSM, on en reçoit énormément. Là, on a estimé que il se racontait quelque chose qui dépassait ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Déjà parce qu'il y a ce côté triangle amoureux, il y a une double narration, et parce que on sentait que d'un personnage à l'autre, ça pouvait autant accrocher les gens qui étaient complètement novices par rapport à ce domaine et à ce monde, mais qui avaient quand même envie de tirer un petit peu le rideau, et qui pouvaient aussi plaire aux gens qui sont déjà dedans, qui ne se sentiraient pas trahis ou qui ne se sentiraient pas... en tout cas, qui estimeraient que la manière dont ils étaient représentés ou racontés pouvait se relier à des choses qu'eux vivaient, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ça ne trahirait pas, quelque part, les valeurs de la communauté BDSM. Ouais, enfin... Les valeurs, je sais pas, mais en tout cas, qui ne sonneraient pas faux. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, il y a encore des gens qui s'imaginent que le BDSM, c'est que ça se passe que dans des châteaux, où tout le monde porte des petits masques en dentelle à rejouer, on boit du champagne, ce qui peut exister. Mais alors déjà, c'est absolument pas la norme. Et moi, je pense que c'est bien de désacraliser ça un petit peu. Ouais. C'est certes une sexualité et un érotisme qui est théâtral, qui est cérébral, qui est très mise en scène, mais c'est pas le quotidien absolu de plein de gens qui le pratiquent, quoi. Donc Ouais. voilà. Comment ça, tout le monde ne vit pas dans un château? Ah ben non. Donc tu me dis que celui-là, il a bien marché, parce qu'il est sorti en poche et il continue à se vendre pas mal. Il se vend toujours bien, ouais. Moi, on va parler chiffres, hein, parce qu'en général, c'est ce dont on parle. C'est bien de donner des chiffres aussi. C'est ce dont on parle jamais, mais bon, autant le faire. Depuis la sortie, donc c'était il y a 3 ans, il s'est vendu... en tout cas, en 2 ans et demi, on approche quasiment des 3000 exemplaires. Toutes éditions confondues, c'est-à-dire grand format, numérique et poche. Mais là, sur l'année 2023... Le poche est sorti au mois de juin 2023 et en 6 mois, il s'en est vendu 700, ce qui reste quand même, je trouve, conséquent. Je le rappelle, la moyenne des ventes, et d'ailleurs Thierry Play de Tabou Édition me disait qu'on était gentil déjà en disant ça, hein, la moyenne de vente de bouquins, tout secteur confondu en France, c'est 500 exemplaires. Et 500 exemplaires, en vendre dans un marché de niche comme l'érotisme, ça doit pas être la moyenne de l'érotisme, enfin des ventes de livres d'érotisme. Donc en vendre 3000, c'est pas mal du tout, très non, clairement. Effectivement, je pense que là, on veut faire de l'argent, on écrit plutôt de la new romance que de l'érotisme. Aujourd'hui, clairement, ouais. Et encore moins du BDSM. Mais clairement, je veux dire, le boom qu'il y a eu dans les années 90, ce que Spengler arrivait à faire avec les éditions blanches, sur des livres comme Le Lien ou Françoise Ray et tout ça, ça correspond vraiment à une époque particulière et c'est moins le cas maintenant, quoi. Ouais, très clairement. Tu as écrit d'autres livres après, notamment un autre dont tu m'as parlé qui s'appelle La règle de 3. Ouais. Qui s'est vendu un peu moins bien, mais ce qui n'est pas déshonorant pour autant. Le fait est que tu me disais qu'il est sorti en juin, et donc presque déjà trop tard hein, comme date de sortie dans l'année. Oui, il est sorti il y a 1 an, c'était juin 2023. Alors,
A priori, nous, les auteurs érotiques, on n'est pas soumis à la même cadence que les auteurs qui vont sortir sur une rentrée littéraire, par exemple, où une nouveauté chasse l'autre, et ça peut être très rapide. On peut vous sortir des rayons en l'espace de 3 mois parce qu'il faut faire de la place pour les autres. Après, sur l'érotisme, comme c'est de la littérature de genre, un livre, il peut rester sur une étagère du rayon érotique pendant 1 an, 2 ans. Voilà, c'est pas les mêmes cadences, c'est pas les mêmes tirages, mais je pense que ça aurait mérité qu'il sorte peut-être un petit mois plus tôt pour que les gens aient le temps de se dire qu'ils allaient l'acheter pour partir en vacances avec, parce que il est complètement différent du précédent, c'est une comédie érotique, c'est un côté beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. On est dans un roman qui est très très pop, avec beaucoup de références au cinéma, la musique. Puis on est sur un trio de trentenaires, quoi. Donc l'approche était différente. Je pense que ça a peut-être pu désarçonner des lecteurs qui m'attendaient sur un 2e roman SM. Ça en a conquis d'autres aussi. Bon, voilà, après... Moi, j'ai tendance à me dire, je pense qu'il vaut mieux avoir un livre qui est un long-seller et qui va se vendre peut-être peu, mais qui va se vendre sur la durée, que quelque chose qui va exploser pendant 6 mois et après, tout le monde est déjà passé à autre chose et ça circule plus et le bouche à oreille ne se fait plus, quoi. Ouais. Je pense que c'est ce qui peut se passer pour celui-ci. Je reste confiante. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de ta vision, quelque part, de la littérature érotique et BDSM en particulier, parce que tu l'as dit, on aborde pas mal de sujets depuis tout à l'heure. Tu as écrit des romans dont le contexte est BDSM, au minimum. Et quelque part, la question que j'aurais aimé te poser, c'est pourquoi, parce que érotisme, on a bien compris, tu en as parlé, mais pourquoi BDSM, quelque part? Pourquoi ce sujet-là en particulier? Surtout que c'est le sujet du livre qui a le mieux marché, finalement, aujourd'hui. Ah oui, mais après, pourquoi il a le mieux marché, c'est une question que ce serait intéressant que tu puisses en discuter avec Maxime, donc, qui est le libraire de la Musardine. Ouais. Parce que là, je le tiens de lui, en l'occurrence, même si on n'avait pas eu le temps de pousser vraiment la réflexion. Mais il m'avait dit, je lui ai dit, tu l'as un petit peu vendu, la règle 3. Il fait, un petit peu. Il dit, non, ce que je vends toujours très bien, c'est à fleur de chair. Il dit, mais parce que ne sous-estime pas l'intérêt que le public et les lecteurs ont pour le SM, qui reste malgré tout une sexualité qui est très, pour plein de gens, qui est très mystérieuse et qui donc du coup est très attirante parce qu'en plus on se fait beaucoup de fantasmes dessus, on imagine des trucs incroyables. Il dit non, ça c'est vraiment... il fait en tant que libraire érotique... Maintenant, c'est mon quotidien, donc je vois plus trop pourquoi. Il fait, mais le lecteur de base, si, ça va beaucoup, beaucoup l'intéresser, quoi. Une question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi écrire des histoires dont le contexte est BDSM? Pourquoi BDSM en particulier? Alors, par rapport à tout ça... C'est ce qu'on disait précédemment, pourquoi à Fleur de Chair il a quand même interpellé, il a trouvé un public assez rapidement. Moi déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé à l'écrire, ça faisait très très longtemps que je tournais autour du sujet, parce que il a une importance dans ma vie à titre personnel. Et je me disais, je n'écrirai pas de livre sur le sujet tant que je n'aurais pas trouvé un angle qui me permette de raconter une histoire qui va aller au-delà de ce qu'on a déjà lu de toutes les manières possibles et imaginables, c'est-à-dire la soumise initiée par le dominant et qui va raconter tout ça pendant 300 pages parce que ça a déjà beaucoup été fait. Je trouve que ça peut être très lassant en plus à lire. Et donc il fallait pouvoir écrire un livre où il y ait vraiment une respiration et un recul par rapport à ça. Mais aussi parce que ça avait un intérêt, je pense, d'arriver à entrer dans la tête de quelqu'un
vit ça et qui puisse le mettre à la portée, en tout cas de de lecteurs qui s'intéressent mais qui ne comprennent pas. Et d'ailleurs, tu veux dire, tu parles du côté cérébral du BDSM, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un grand théâtre. Oui, ce qui plaît dans le BDSM, c'est justement le fait que, dans une certaine mesure, on joue un rôle, même si on joue son rôle, il est quand même très mis en scène. Disons, alors je pense que le cerveau fait partie de toute sexualité, quelle qu'elle soit, même la plus simple, mais c'est particulièrement vrai dans celle-ci. Je veux dire, c'est le premier déclencheur avant même le reste. Et c'est pour ça que oui, effectivement, ça avait un intérêt d'essayer de mettre vraiment des mots précis sur ça, plutôt que de dire il y a eu tant de coups de fouet, ou il y a eu tant de coups de cravache. Ça, à la rigueur, c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Ce qui t'intéressait, c'est les émotions qui vont avec ou qui sont générées par ces pratiques-là. De toute façon, la littérature érotique, ce que j'appelle la littérature érotique factuelle, où on se contente de décrire des scènes sans raconter ce qui se passe sur le plan cérébral, sur le plan physique. Mais quand je dis sur le plan physique, c'est-à-dire des petits détails sur les bruits, sur les odeurs, sur la peau qui rougit. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait des textes qui sont extrêmement cliniques. Et pour moi, il n'y a pas de plaisir à lire ça, quoi. Ouais. Uniquement descriptif de ce qui se passe, c'est pas intéressant. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas... C'est mon point de vue aussi. En tout cas, d'un point de vue érotique, si la visée est d'exciter le lecteur. Après, si c'est une démarche littéraire, esthétique, stylistique qui est très précise, les livres d'Elfriede Jelinek, qui a écrit La pianiste, que ce soit l'adaptation en film ou que ce soit le livre, c'est on ne peut plus sexuel, mais à aucun moment ça n'est excitant, mais parce que c'est pas sa démarche. Ouais. Si la démarche de l'auteur, c'est quand même de troubler son lecteur, il faut le faire avec du sérieux, quoi. Voilà. Je vais revenir sur ton premier roman, parce qu'on a oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est que tu l'as publié sous pseudonyme, Dahlia, donc tu as donné l'explication tout à l'heure. Ton éditeur pensait que ce serait mieux, et puis finalement, tu le sens pas, et tu veux reprendre ton vrai prénom. Et il y a une chose qui est assez drôle, c'est que ton père te le conseille. Alors pourquoi il te le conseille ? Alors déjà parce que mon père, il est comme moi, il a un gros ego, donc forcément, il se dit, il y a la fierté de voir le nom aussi, je pense, sur une couverture. Mais il m'a dit quelque chose qui était drôle et qui s'est avéré de vrai, c'est qu'il me dit, Safi, l'avantage c'est que sur une étagère, tu seras rangée entre le marquis de Sade et Françoise Sagan. Et il dit, il y a quand même pire comme voisinage. Et d'ailleurs, ça a été très drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, quand je passais à Toulouse, je suis passée par la médiathèque José Cabanis, qui a mes 2 romans d'ailleurs. Ils ont La règle de 3 et ils ont À fleur de chair. Et effectivement, sur l'étagère, ils sont rangés entre le marquis de Sade et entre Françoise Sagan, ce qui est quand même formidable. On approche de la fin de cette interview, oui. Et la question classique que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu as un sujet dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas encore abordé ? En particulier, tu me disais que tu es en train d'écrire un autre roman. Alors, effectivement, je suis dans le dernier tunnel là, d'écriture de ce nouveau livre. Alors, tu me disais que c'est pas de l'érotisme, il ne s'agira pas d'érotisme cette fois. Donc, Alors, en tout cas, il y sera question d'érotisme, même si ce n'est pas un livre érotique. Il y sera question de SM, ou en tout cas de domination et de soumission, même si ce n'est pas un livre SM. En tout cas, il y a des passerelles par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Mais c'est un livre qui est plutôt entre l'enquête, l'essai, puisqu'il sera beaucoup question de littérature, et l'autofiction. Donc je ne peux pas vraiment en dire plus, parce que déjà, comme je suis en train de terminer l'écriture, c'est toujours extrêmement difficile de pouvoir parler d'un livre qu'on n'a pas fini, parce qu'on ne se l'est pas assez malaxé, ceci, cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il sortira pour a priori août ou septembre 2025, donc dans un an.
Et la nouveauté, c'est qu'il n'est pas chez la Musardine, il sera aux éditions du Cherche Midi. Donc, pour en savoir plus, j'invite les gens à suivre ton profil Instagram, Ouais. sur lequel tu es assez présente. Comme ça, ils pourront voir un petit peu tes publications. Et puis, je mettrai évidemment dans l'article associé à cette vidéo les liens en question, hein, donc, notamment vers ton Oui, profil. bien sûr. L'avantage sur le compte Instagram, c'est que le lien qui est dans, comme on dit, regardez mon lien dans la bio. Le lien dans la bio, en fait, est un agrégateur qui regroupe toutes les publications que j'ai faites, donc autant les romans que des recueils de nouvelles auxquels j'ai participé, qui étaient certes des recueils collectifs, mais où j'ai écrit des textes. Voilà. D'accord, comme ça ils auront toutes les informations. Exactement. Bon. Je te remercie. Bon, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Ça me fait plaisir, comme ça je me balade, c'est l'été. Hein. Bon, j'espère qu'il fera pas trop chaud cet après-midi. Si t'as une bonne clim, tout devrait aller. Non. Mais en tout cas, je te remercie, oui, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Également, et au plaisir de suivre les prochaines personnes qui passeront chez toi également. Je vais en interviewer une cet après-midi, l'éditrice Hélène Jacob. D'accord, bon, allez, prochaine étape, Hélène Jacob.